Sometimes it's best to let it rest for a while. Consider this like a chance to walk away. Eh bien, bonjour Camille Schmoll. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est à distance, puisque Cité Philo ne peut pas se tenir en présence réelle de l'une, de l'autre, et surtout des spectateurs qui seraient, des auditeurs qui seraient venus vous écouter. J'espère qu'il y aura d'autres occasions de vous inviter à Lille ou dans les Hauts-de-France. Mais en tout cas, même si notre rencontre elle a un côté un peu artisanal, merci beaucoup de venir, si j'ose dire, nous présenter ce livre, Les damnés de la mer, femmes et migrations, femmes et frontières en Méditerranée. Ce livre qui est sorti vraiment au tout début du deuxième confinement, mais que les auditeurs pourront trouvent d'ores et déjà d'ailleurs, dans les librairies en commandant et venant les chercher sur place, ou à partir de samedi prochain en se rendant directement dans les librairies qui seront pleinement réouvertes et pas seulement à moitié. Alors, je vais commencer par vous présenter et je vous poserai des questions sur votre livre qui m'a passionnée et qui, je crois, intéressera tout particulièrement les habitants des Hauts-de-France, région qui, depuis des siècles, est traversée par des grandes migrations, qui est une région frontalière et pour laquelle la question de la frontière est une question, je dirais, présente physiquement et très visiblement dans leur quotidien. Alors, Camille Schmoll, vous êtes une géographe, vous êtes maîtresse de conférences à l'université Paris 7 Denis Diderot, vous êtes co-directrice de la Revue européenne des migrations internationales et vous avez notamment publié Méditerranée, des frontières à la dérive aux éditions Le Passager clandestin en 2018, Migrations et en Méditerranée, permanence et mutation à l'heure des révolutions et des crises aux éditions du CNRS en 2015. Et vous publiez donc en novembre 2020 Les damnés de la mer, les damnés au féminin, femmes et frontières en Méditerranée aux éditions La Découverte. Ce livre est issu de votre habilitation à diriger des recherches que vous avez soutenues en 2017. C'est le fruit d'un travail de longue durée, d'un travail de plus de 10 ans. Vous soulignez cet élément qui est important dans le contenu de votre recherche, dans le contenu de votre méthode. C'est un travail que vous avez réalisé en Italie et dans l'île de Malte, un travail d'ethnographie et de géographie destiné à comprendre la réalité de l'immigration irrégulière en provenance du sud de la Méditerranée, en provenance en grande partie d'Afrique subsaharienne ou saharienne, pour comprendre la réalité humaine des parcours et plus particulièrement des parcours de femmes. Et c'est donc l'objet de votre démarche. Vous introduisez votre démarche en posant la question, je vous cite, « Comment vit-on et survit-on à la frontière ?» Et pour répondre à cette question, vous commencez votre livre en donnant la parole à Julienne, dont vous donnez in extenso le récit de son histoire qui est à la fois singulière et exemplaire. Alors, que nous apprend la vie de Julienne? Est-ce que vous pourriez préciser à partir de ce début de livre votre méthode, votre choix de nous donner à entendre la retranscription de son récit? Pourriez-vous préciser la portée d'un récit biographique et les limites, le cas échéant, de ce récit, pas forcément les limites de la parole de Julienne, mais les limites du recueil de sa parole et de l'écoute de sa parole? Bien sûr. Alors, peut-être que je peux revenir d'abord sur la façon dont j'ai pensé
écrire ce livre. En fait, il y a eu plusieurs versions, hein, comme toujours quand on prépare un livre. Et en fait, mon habilitation que j'ai soutenue en 2017, elle portait sur les migrations féminines dans le sud de l'Europe. Elle ne portait pas spécifiquement, même si j'avais déjà les matériaux dont je parle dans le livre, hein, mais elle ne portait pas spécifiquement sur les femmes dans la frontière. Et finalement, c'est l'éditeur, notamment Joseph Confavreux, qui m'a suivi pour ce livre, qui a insisté sur l'importance de donner une place suffisante et donc de dédier un livre aux femmes dans la frontière, à l'existence des femmes dans la frontière. Pourquoi ce n'était pas une évidence pour moi? Ce n'était pas une évidence aussi parce qu'en réalité, moi j'ai été formée aux études migratoires, hein, vous l'avez dit, je dirige une revue d'études migratoires, et en tout cas traditionnellement, dans les études migratoires, ce n'était pas forcément une question qu'on se posait. Comment on vit dans la frontière, comment on vit la frontière en tant qu'expérience subjective, la traversée de la frontière, mais c'est quelque chose qui s'est imposé progressivement, et notamment du fait du durcissement des politiques migratoires. C'est le durcissement des politiques migratoires qui fait qu'à un moment donné, on est obligé en tant que chercheuse ou chercheur de se poser la question de savoir mais qu'est-ce que ça veut dire que de passer des mois et le plus souvent même des années à traverser des frontières, du point de vue de l'expérience des personnes, mais du point de vue aussi de la façon, par exemple, dont ça transforme leur projet migratoire, et du point de vue des femmes, bien entendu, avec tout ce que ça sous-entend aussi d'expériences genrées, c'est-à-dire de la façon aussi dont cette expérience-là, elle est vécue de façon spécifique au féminin. Et pourquoi d'abord avoir donné cette place au récit de Julienne? C'est vrai que Julienne, elle arrive au tout début du livre, elle arrive après l'introduction, et le premier chapitre est dédié au récit de Julienne, à la première personne. Donc ce récit, je l'ai construit à partir d'entretiens réalisés avec Julienne. On s'est rencontrés de nombreuses fois, mais j'ai enregistré Julienne 4 fois en tout. Et donc, j'ai repris son récit aussi au fur et à mesure de sa trajectoire. C'est-à-dire que je l'ai rencontré aussi à différentes étapes de sa trajectoire, ce qui fait qu'au fil du récit aussi, son regard évolue aussi sur sa trajectoire et sur son projet. Et c'est ce qui me semblait intéressant, c'est de justement, à travers son récit, pas du tout du début à la fin, parce que finalement, ce n'est qu'un morceau de trajectoire, mais de son arrivée en Europe, où elle me raconte tout ce qu'elle a passé, tout ce qu'elle a dû passer avant d'arriver, jusqu'à ses différents déplacements et ses grands moments aussi d'immobilité et d'attente et d'immobilisation en Europe. Voilà, la façon dont le regard qu'elle porte sur son expérience. J'ai choisi de laisser cette place à Julienne parce que j'avais tout simplement et tout bêtement un blocage d'écriture. C'est-à-dire qu'en réalité, je n'arrivais pas à restituer autrement l'expérience de ces femmes. C'est quelque chose que j'utilise peu finalement, ce récit à la première personne, et aussi de laisser autant de place au récit dans mes travaux. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant en fait. Et évidemment, après, il y a des sources d'inspiration. Hein. Je pense notamment au travail d'Abdelmalek Sayad, hein, le sociologue algérien qui a été probablement le premier à donner la parole aux migrants et à la souffrance aussi des migrants dans ces comptes rendus, dans ces analyses de la situation migratoire. Mais il me semble que c'est peu fait pour les femmes en particulier, et que c'était une façon de la remettre au centre du livre. Parce que la plupart du temps, moi, quand je travaille sur des entretiens biographiques, j'ai tendance à les restituer de façon un peu saucissonnée, quoi. C'est-à-dire de donner des petits exemples par-ci, par-là, ce que je fais d'ailleurs dans le reste du livre. Hein. Or là, il me semblait très important de lui donner une place. Alors, ça pose problème, effectivement, parce que d'abord, je n'ai peut-être pas eu conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur les lecteurs et les lectrices, c'est-à-dire que c'est quand même une histoire qui est égrenée de moments de violence. Donc c'est aussi un récit de la violence à la première personne, ce qui me pose aussi des questions, c'est-à-dire jusqu'à quel point doit-on restituer cette violence, qu'est-ce qu'on doit dire, ne pas dire. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup laissé par respect, mais aussi par commodité, j'ai beaucoup laissé en fait Julienne trancher à ma place, c'est-à-dire que je n'ai pas censuré le propos de Julienne, et c'est vrai qu'il y a, je pense que
d'un côté, son propos est assez cru, et en même temps, il y a aussi une pudeur. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. On ne s'attarde pas sur les violences sexuelles. On ne s'attarde pas sur un certain nombre de choses qu'elle a vécues qui sont terribles. Et donc, c'est vrai que ça pose des questions éthiques, ça pose des questions importantes sur ce qu'on doit dire, ce qu'on doit taire, ce qu'on doit un petit peu nuancer pour rendre le propos aussi audible. Je ne voudrais pas qu'à la lecture du livre, on soit comment dire, complètement écrasé sous le poids de la violence de cette expérience. Et j'espère avoir pu aussi, parce que si j'ai choisi Julienne, c'est aussi, puisque finalement, elle m'a choisi, mais je l'ai choisie aussi, puisque voilà, moi, je n'ai jamais contraint évidemment aucune femme à me raconter leur histoire. Donc, c'est Julienne aussi qui a souhaité et qui très vite a vraiment voulu que le livre, elle avait ce désir, que le livre soit aussi construit autour de son expérience. Donc, c'est un désir vraiment mutuel, mais en tout cas, il est vrai que j'espère que voilà, qu'elle a pu aussi, son témoignage permet aussi de restituer voilà, la part d'espoir, de désir et d'humanité et voilà, de volonté d'aller de l'avant qui est très forte, qui est extrêmement forte dans sa trajectoire. C'est tout à fait le cas et je pense à la lecture de ce texte, qu'au contraire, on vous accompagne dans cette écoute, on peut aussi penser, au travail de Jean Hatzfeld au Rwanda, dans le nu de la vie, donc ce premier livre. Après, il en a fait d'autres en restituant la parole, d'autres femmes, mais en tout cas, on voit bien aussi, qu'il s'agit, et c'est ma deuxième question, d'une manière de rendre, en tout cas d'analyser une situation où les femmes sont en réalité présentes, mais pas visibles. Et donc, vous le dites dans votre introduction, l'histoire de la présence de femmes africaines en Italie du Sud, par exemple, ou en Italie en général, n'est pas une histoire récente. Et pourtant, c'est une histoire méconnue, au sens où elle est passée sous silence. Et donc, ce serait intéressant que vous reveniez, au-delà du témoignage de Julienne, sur votre choix d'analyser la situation, le parcours de ces femmes migrantes africaines, leurs motivations, les dangers qu'elles affrontent, la façon dont elles gèrent, je reprends un terme qui me paraît juste, hein, puisque c'est un terme actif, les décisions à prendre au fur et à mesure de leur trajet. Et vous dites d'ailleurs qu'elles ont une représentation approximative de ce qui les attend. Elles ne mesurent pas forcément ni les dangers du parcours, ni la réalité du pays d'Europe où elles vont plus ou moins être aboutir, on va dire, mais qu'une connaissance plus précise de ces dangers ne les aurait pas nécessairement découragées. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette réalité présence et invisibilité? Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Alors, il ne faut pas non plus, comment dire, complètement exagérer l'invisibilité des femmes, hein. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les femmes en migration et depuis pas mal de temps. Mais il est vrai que d'abord, voilà, on n'a pas toujours en tête la longue histoire de la présence africaine en Italie et des relations entre l'Italie et l'Afrique, hein. Bon, l'histoire coloniale italienne est particulière en Italie, qui fait que finalement cette relation-là et le fait que, par exemple, les premières africaines étaient des nounous ou des domestiques ou même des épouses, des partenaires qui accompagnaient des hommes et des familles qui revenaient, de colons qui revenaient, n'est pas connue. L'importance des femmes africaines auprès des familles, dans les familles italiennes dans les années 60 et 70 est mal connue. Et donc souvent, la représentation des femmes africaines en Italie, elle assimile en fait les femmes africaines à des prostituées. Donc on a complètement oublié le fait que
cette première migration des Africaines était une migration qui en fait touchait en plein cœur, si je puis dire, les foyers, les espaces domestiques, les relations intimes et familiales avant la prostitution de l'Italie. Donc c'est une relation, une longue histoire et effectivement il y a le développement de la prostitution dans les années 90, l'ultra-visibilisation de la prostitution en Italie qui est un des grands thèmes, disons, du débat public sur les questions urbaines, de renouvellement urbain, etc. On présente très régulièrement les prostituées comme un élément, et notamment les prostituées africaines, comme un élément de dégradation finalement du paysage urbain. Et donc on en oublie que ces migrations africaines vers l'Italie, elles sont multiples. Et que derrière cette image de la prostituée, on a de nombreuses trajectoires, de nombreuses situations. Et puis bien entendu, on crée de la prostitution une image qui est complètement univoque et qui est extrêmement problématique parce que la prostitution elle-même, moi je sais que c'est un thème que j'aborde dans le livre sans l'aborder complètement, c'est pas mon sujet, même si bien entendu je l'aborde parce que ça touche une partie des femmes que j'ai rencontrées. La prostitution est un monde en soi et d'une grande complexité, donc voilà. Mais en tout cas, du point de vue des trajectoires des femmes, ce qui m'importait, c'était d'abord de montrer que les trajectoires de ces femmes et la difficulté, la longueur de ces trajectoires est directement le produit d'une dynamique qui s'étale sur les 30 dernières années, qui est une dynamique d'irrégularisation, c'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, pour venir en Italie, ou il y a même encore 10 ans d'ailleurs, on venait avec un visa et après on cherchait une façon de régulariser sa situation, c'est-à-dire qu'on arrivait avec un visa de touriste et puis on tombait dans l'irrégularité, si on peut le dire ainsi, et puis à travers les nombreuses opérations de régularisation qui étaient mises en place en Italie, on pouvait avoir des papiers. Donc la question de la migration irrégulière ne se posait pas, ce qui ne veut absolument pas dire, et c'est important de faire la distinction, que les migrations étaient moins importantes, bien au contraire. Simplement, on ne les voyait pas et on ne voyait pas ces longues traversées. Elles étaient réservées vraiment à ceux et celles qui étaient les plus pauvres, les plus démunis, tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment un passage obligé pour quelqu'un qui souhaite quitter un pays d'Afrique pour aller vers l'Europe que d'effectuer ces longues traversées. Et donc après, j'ai essayé d'ouvrir un peu la boîte noire des motivations en disant, voilà, pourquoi on part, pourquoi on choisit de partir, malgré les dangers, malgré les difficultés, malgré les violences de la traversée, et en ayant conscience, en tout cas en partie, de ces difficultés. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, elles ne savent pas tout. Elles ne savent pas, Julienne le dit très bien, elle ne se serait jamais attendue à vivre ce qu'elle a vécu en Libye. Certaines femmes savent certaines choses, on anticipe et les douleurs, les souffrances, les violences de la migration sont médiatisées, par exemple via les réseaux sociaux. Donc il y a quand même des façons, une circulation de l'information, ce qui n'était probablement pas le cas il y a encore 30 ou 40 ans, quand les personnes partaient, prenaient la route. On n'avait certainement pas cette connaissance, si on pense aux migrations vers la France, par exemple. Encore une fois, pour reprendre la référence à Abdelmalek Sayad. Mais aujourd'hui, on connaît en partie les dangers de la route. Alors pourquoi on part ? Et c'est là que c'est compliqué. En fait, l'idée, et là aussi c'est pas très original, beaucoup de chercheurs le montrent aujourd'hui, c'est que les catégories qu'on imagine, c'est-à-dire la migration volontaire et la migration forcée, qui sont des catégories juridiques, des catégories de politique publique qui ont une efficacité, certainement, ne fonctionnent pas quand on essaye d'entrer dans la complexité des trajectoires migratoires. Et donc ces femmes, eh bien, souvent, elles vont être forcées au départ, effectivement, parce qu'il se passe quelque chose, il se passe un événement qui va les amener sur la route. Donc, ça peut être, dans le cas de Julienne, ce sont des violences conjugales. Je raconte plusieurs histoires assez tragiques de ce point de vue dans le livre, mais en même temps, il y a aussi un projet mûri. C'est-à-dire qu'il y a cette double temporalité du départ. Il y a le fait que depuis des années, on y pense. Là aussi, Julienne le dit très bien. Elle dit, de toute façon, moi, ça fait des années que je faisais du commerce et que je mettais des sous de côté pour pouvoir prendre la route un jour. Et puis, de l'autre côté, il y a cette immédiateté, cette urgence, ce moment où on est poussé sur la route et donc on n'a plus d'autre choix que de partir. Et donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont cette idée en tête de
partir un jour, qui le feront peut-être jamais, mais qui prévoient peut-être un jour de partir, et ceux et celles qui, à un moment donné, poussés par une situation qui devient intenable, qui devient invivable, décident d'emprunter la route. Et puis ensuite, il y a la question du fait que ces motivations, elles sont déjà complexes au début, mais en plus, elles évoluent au fil de la trajectoire, au fil des rencontres, au fil des obstacles, au fil des amitiés. Il y a des relations qui se nouent aussi au fil des trajectoires. Et donc, ça rend les choses extrêmement complexes. Et c'est vrai qu'on est quand on travaille sur ces questions-là, on est oui, en contraste, en opposition totale avec un discours très simplificateur, qui est souvent plutôt du domaine du politique, qui désigne certains comme par exemple des faux et des vrais réfugiés, en disant voilà, un tel ou une telle a de bonnes raisons et d'autres n'en ont pas. En réalité, il y a une imbrication très forte, même s'il y a des degrés après, hein, ça se passe le long d'un continuum, mais entre la migration forcée et la migration volontaire. Mais il y a une imbrication très forte des motivations et des raisons économiques ou autres qui font qu'on va partir. Et donc, ça, je pense que c'est très important qu'on le comprenne, et votre livre le montre bien. Du coup, ça nous amène à la question centrale dans votre livre et très complexe aussi, celle de la frontière. C'est le cœur de votre propos. Vous décrivez, vous analysez, vous repérez comment, j'allais dire, fonctionne ou s'élabore en permanence ce paysage qui est mouvant, qui est un paysage secret d'ailleurs, de plus en plus probablement, la frontière à l'entrée de l'Europe. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu anthropologique, et d'ailleurs ça vous amène à dire qu'il s'agit d'un paysage moral. Alors, ce serait intéressant que vous reveniez sur les étapes de cette construction d'une frontière au fur et à mesure de la crise migratoire que vous divisez en grandes périodes, sans doute au fur et à mesure que l'illégalité devient de plus en plus importante. Et il y a une chose qui est très importante à mon avis, ou très frappante, disons, pour le lecteur, c'est cette cartographie de la frontière qui montre, il y a des cartes très impressionnantes sur la carte des morts et la carte des lieux de détention qui sont souvent aussi des îles. D'où cette question sur la frontière. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion? Bien sûr. Alors, là, ça m'inscrit vraiment dans une dynamique, dans un mouvement collectif. C'est-à-dire que moi, j'ai une façon de raconter les choses, mais que cette façon-là, elle participe d'un travail commun, collectif, que mènent de nombreux chercheurs et de nombreuses chercheuses sur les différentes dimensions de la frontière. Et la façon dont en fait on doit à travers la question des migrations, on peut se réapproprier et retravailler la notion de frontière pour en faire bien plus qu'une ligne qui partagerait deux États, qu'une ligne dans la mer, une ligne dans le sable, pour prendre la question de la frontière du Mexique et des États-Unis, puisque c'est aussi quelque chose qui est beaucoup travaillé dans cette région-là. La frontière a changé de forme, et a changé dans ses manifestations. Et donc, certes, on voit qu'on assiste aujourd'hui à un renforcement des frontières au sens frontière linéaire, un renforcement, il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde, mais par contre, il y a aussi d'autres manifestations de la frontière, et on peut aller, si on réfléchit à ça, on peut aller même jusqu'au corps des personnes qui deviendraient elle-même une frontière à travers tous les dispositifs de surveillance biométrique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en commun avec d'autres géographes, beaucoup travaillé effectivement sur les morts, sur les camps, et qui montrent à travers ces cartes-là ce qu'ils appellent parfois une frontière mobile, une pixelisation de la frontière, en tout cas quelque chose qui vraiment qui amène à stimuler l'imaginaire autour de ces multiples manifestations et formes spatiales. Donc moi, j'ai parlé de frontières mobiles aussi, de frontières épaisses, parce qu'elle est longue, cette frontière à traverser. C'est-à-dire qu'elle, non seulement les femmes, elles traversent de multiples frontières, mais en plus, à chaque étape, c'est long, ça dure. Et c'est vrai que l'ultime frontière, en quelque sorte, c'est cette frontière européenne. Alors,
malheureusement, comme je le dis au début du livre, beaucoup de femmes n'arrivent pas jusqu'à la frontière européenne. Hein. On a beaucoup de mal à établir des statistiques genrées sur les morts aux frontières, mais on sait que les femmes ont plus de chances, entre guillemets, à succomber à la traversée des frontières plutôt que les hommes, donc elles ont plus de risques plutôt que de chances. Et du coup, celles qui arrivent, eh bien, la première chose qu'elles racontent, c'est que quand elles arrivent en Europe, il y a une petite déception quand même, parce que le premier entrée en Europe, c'est souvent la réalité de l'enfermement. Donc ça peut être le hotspot, donc ces centres de tri des personnes qui ont été institués en particulier sur les îles de Sicile et de Grèce. Et puis l'arrivée dans le hotspot, et puis après un passage parfois dans un centre d'accueil qui devrait être un centre ouvert, mais qui n'en est pas nécessairement un, parce que les horaires sont extrêmement réglés, parce que ce sont des lieux extrêmement isolés, extrêmement surveillés. C'est pour ça aussi que je parle de géographie morale, parce que les femmes en particulier sont l'objet d'une surveillance très importante. Et donc, du coup, souvent, la première remarque que j'ai pu entendre, c'est oui, mais moi, je ne suis pas encore en Europe, là. C'est pas ça l'Europe. Donc, Malte ou l'Italie, même s'il faudrait introduire des nuances, parce que Malte et l'Italie, c'est vraiment pas les mêmes situations. Mais Malte et l'Italie sont sur le territoire européen, et je sais qu'on retrouve les mêmes témoignages sur les îles grecques, par exemple. Oui, mais moi, là, c'est pas encore l'Europe, là, c'est la prison, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous amène à aborder, du point de vue des perceptions de ces femmes, une géographie contrastée de l'Europe, qui n'est pas celle qu'on peut forcément s'imaginer, qui n'est pas la géographie politique de l'Europe classique, mais qui est une vision contrastée qui oppose en fait des lieux d'immobilisation, des lieux de suspension de leur trajectoire, puisque souvent elles vont se retrouver à devoir demander l'asile dans ce premier pays d'entrée alors qu'elles souhaiteraient poursuivre leur trajectoire et demander l'asile ailleurs. Hein. C'est un grand classique. Tous les chercheurs remettent en cause le règlement de Dublin. Hein. C'est vraiment un problème énorme parce qu'en fait, les femmes, elles seraient bien plus à même de s'installer, de s'intégrer d'une certaine manière dans des lieux où elles ont des contacts, où il y a un marché du travail qui fonctionne mieux. Et là, elles se retrouvent bloquées au sud de l'Europe du fait de Dublin. Et donc, elles demandent l'asile à cet endroit-là, mais elles sont en quelque sorte immobilisées. Et ça dure longtemps. Et c'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est que les demandes d'asile en Europe, eh bien, c'est très long. Le temps de déposer un dossier, de passer devant ce qu'on appelle en Italie la commission d'asile. Elles ont des noms différents selon les pays, mais peu importe. D'avoir une première réponse, éventuellement de faire appel de cette réponse, ça prend des années. Et du coup, bah, c'est un moment où on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et donc, le temps est extrêmement long. Et donc, il se passe des choses dans ces moments-là. Il se noue des relations, des amitiés, des amours, la vie continue en quelque sorte. Et en même temps, il faut meubler l'ennui. Et donc, c'est une raison qui peut sembler complètement un peu folle, mais c'est une des raisons qui fait qu'une partie des femmes que j'ai rencontrées, même si elles ont obtenu des papiers dans ces premiers pays d'entrée, vont choisir de continuer ailleurs. Parce que en fait, elles ne se voient pas construire dans ces premiers pays d'entrée en Europe un projet. Et si elles sont parties et si elles ont fait toute cette route, c'est pas pour se retrouver dans des situations où elles n'ont pas d'emploi, où elles ne parlent pas la langue, où elles n'ont pas de proches non plus. Donc elles vont c'est pour cette raison aussi qu'elles repartent et qu'on les retrouve aujourd'hui en Allemagne, en Angleterre, en France, ailleurs. En fait, ce que vous dites, peut-être, hein, ça illustre quelque chose qui est frappant aussi dans votre travail, dans votre analyse, c'est que, alors même dans ce paysage moral de la frontière, mais aussi dans le paysage moral de l'accueil. Alors on va mettre des guillemets à accueil parce qu'il n'est pas très accueillant, mais il est plutôt renvoyant ou bloquant. Donc il y a beaucoup de lieux d'enfermement, de lieux disciplinaires, de surveillance, et pourtant vous soulignez que dans cette espèce de zone grise, zone d'exception permanente, il y a une échelle d'autonomie et ces femmes font preuve
Alors vous discutez d'ailleurs de ce terme. Elles font preuve d'initiative, d'autonomie, d'une forme, alors je ne sais pas si on peut dire de maîtrise de leur destin, mais d'une forme de capacité, de rester, d'une manière ou d'une autre autonome. Est-ce que vous pourriez, expliciter un petit peu cette question? Alors, c'est un grand thème de la littérature féministe, hein, la question de la capacité d'agir des femmes. Et il est vrai que moi, j'ai essayé de comprendre la façon dont ces personnes parvenaient malgré tout, en quelque sorte, hein, à résister à ces mécanismes d'assujettissement de la frontière, hein. Donc, c'est vraiment l'idée de savoir comment, malgré tout, se constituent des subjectivités, des résistances, des formes d'organisation dans la frontière qui fait qu'on va pouvoir aussi dépasser cette épreuve, hein. C'est aussi de considérer la frontière comme une épreuve. Donc moi, je parle d'autonomie en tension parce que je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais c'est celui que c'est moins pire peut-être pour définir ces situations, c'est-à-dire extrêmement contraintes, parfois extrêmement violentes, mais en même temps dans lesquelles les femmes, en quelque sorte, naviguent, essayent de négocier une forme d'autonomie. Et donc, ça se repose effectivement sur des formes de solidarité, qui sont souvent des solidarités genrées d'ailleurs, mais aussi sur l'usage d'un certain nombre de techniques, y compris des techniques du corps, qui permettent de supporter en fait, de supporter la frontière. Donc ça passe par des rituels, ça passe par des rituels y compris esthétiques, hein. Ça passe par des moments alors ça peut être des moments spirituels, ça peut être des moments de fête. J'insiste aussi sur le rôle des enfants, sur le rôle de la présence des enfants, de la présence d'un entourage. J'ai rencontré des femmes qui sont très, très, très renfermées, qui sont très isolées par rapport aux autres. Et ça, c'est une souffrance épouvantable. Donc, la plupart parviennent, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart parviennent quand même à tisser des liens avec les femmes qu'elles rencontrent. Et c'est des liens qui persistent en fait après dans la dispersion. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé dans les études migratoires à la question de la dispersion, c'est-à-dire comment, par exemple, dans le cadre des diasporas, c'est-à-dire comment des gens maintiennent des liens tout en vivant dans des lieux très éloignés. Et on le voit dans le cas des femmes, c'est-à-dire elles vont rencontrer des femmes en route et elles vont garder des liens après, des liens d'amitié, elles vont se rendre visite. Il y en aura une en Allemagne, il y en aura une en région parisienne, il y en aura une dans le sud de la France. Elles vont, quand elles pourront, évidemment, elles vont se rendre visite, elles vont se rendre service. Donc, il y a aussi des systèmes de tontine, par exemple, du crédit. Donc, il y a toutes sortes de choses, de formes d'organisation qui permettent finalement de surmonter ou d'essayer au maximum hein, de surmonter cette épreuve. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais il y a quand même des trajectoires qui se tissent. Malheureusement, ce qu'on peut vraiment regretter, c'est qu'elle c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la temporalité de la frontière, c'est qu'elle perd énormément de temps dans ces lieux frontières. Et le temps, en fait, le temps perdu, il est aussi difficile à rattraper. Par exemple, je pense à la question du traumatisme. Ces femmes ont vécu des traumatismes épouvantables. Elles ont vu parfois leurs proches mourir sous leurs yeux. Elles ont vécu des violences sexuelles. Et en fait, elles auraient besoin de rencontrer des médecins. Je parle par exemple dans le livre de la question des soins reproductifs. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive enceinte? Quand on arrive enceinte et enceinte d'une personne qui nous a violés. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avorter ou pas? Est-ce qu'on nous explique en gros ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut garder l'enfant inversement? Enfin, voilà, toutes ces questions-là. Et comment on fait après pour accepter cet enfant, etc. Et là, il y a vraiment un manque d'encadrement psychologique. Alors, c'est vrai que cette démarche, elle est importante. Elle s'inscrit dans un renouveau, en fait, de la géographie aujourd'hui, en particulier de la géographie politique, qui, voilà, alors on pourrait dire une approche de géographie politique critique. Et moi, j'adopte une approche de géographie politique féministe. Alors, ça veut dire à la fois
enrichir finalement la géographie politique telle qu'on la faisait traditionnellement, hein, qui était un peu une géographie des États, une géographie, oui, voilà, une géographie politique classique qui s'inscrivait beaucoup dans l'étude des relations internationales ou des choses comme ça. Eh bien, c'est enrichir cette géographie-là d'une vision un peu plus incarnée, on va dire, une vision un peu aussi qui descende, qui change un peu d'échelle, c'est-à-dire qu'elle aille au ras du sol, donc au ras de l'expérience des personnes, et donc aussi une vision aussi incorporée. Et c'est vrai que c'est les féministes qui ont apporté tout ça, parce que c'est la réflexion sur le corps, la réflexion sur les femmes, sur les émotions, sur les relations. Tout ça, c'est quelque chose qui vient des féministes et qui permet d'avoir un regard différent et un regard en quelque sorte augmenter sur ces questions qui touchent aux relations et aux politiques internationales. Alors ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a la question aussi d'une montée des approches critiques chez les gens qui travaillent sur l'immigration. Je dis au début du livre, jusqu'à quel niveau de violence peut-on aller ? Les gens qui travaillent sur l'immigration sont des observateurs de la violence, voient que ces violences ne servent à rien, c'est-à-dire qu'en tout cas, elles ne découragent pas les gens de migrer et qu'au contraire, elles ont des implications terribles sur la trajectoire et sur la vie. Évidemment, il y a un coût humain terrible de ces politiques migratoires absolument dissuasives et violentes. Et donc, là, c'est un engagement qui vient aussi de mon sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler sur l'immigration comme on travaillait il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est obligé d'être dans une posture aussi, en quelque sorte, de dénonciation ou de remise en question des politiques migratoires. Je crois que c'est quelque chose qu'on a tous et toutes en commun, hein. Il y a un grand consensus parmi les chercheurs sur ces questions-là. Personne, je crois, ne va vous dire que les politiques migratoires sont efficaces et que finalement elles sont nécessaires. Au contraire, on va insister sur les effets pervers de ces politiques et sur la façon dont quand même on a d'autres situations, d'autres moments dans l'histoire, d'autres situations, d'autres lieux qui nous servent d'observatoire pour voir que ça aurait pu se passer autrement. Voilà. Et ça, c'est important de continuer à ouvrir les imaginaires parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par la peur et on a peur des migrants, on a peur des envahisseurs, on a peur voilà, on se dit en plus, on traverse une crise épouvantable, donc on ne peut absolument pas accueillir ces gens-là, c'est vraiment pas le moment. Et en même temps, montrer comment ça se passe concrètement et expliquer que ça aurait pu se passer autrement, en fait, que les gens qui viennent ne sont pas voilà, ces personnes dépourvues de ressources, ces personnes en détresse totale et sans capacité d'agir justement que nous décrivons. Ça permet aussi peut-être, enfin en tout cas j'aimerais pouvoir contribuer, en tout cas c'est l'objectif, hein, de pouvoir contribuer à ouvrir un peu l'horizon des possibles et de se dire voilà, il y aurait d'autres façons d'agir vis-à-vis de ces personnes et ça serait mieux pour eux et pour elles certainement, mais ça pourrait être aussi beaucoup mieux pour nous. Je crois que c'est une très, très bonne et belle phrase de conclusion, Camille Schmoll, et merci beaucoup de nous avoir présenté les grandes problématiques de la démarche que vous développez. Alors, je le redis en conclusion, dans votre livre Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée, aux éditions La Découverte. Merci. Au revoir. Merci. Sometimes it's best to let it rest for a while. Consider this like a chance